Fondée le 12 février 1541 par Pedro de Valdivia, sous le regard de la cordillère des Andes, Santiago du Chili rassemble aujourd'hui près d'un tiers de la population du pays. Cette immense agglomération s'articule autour de ses innombrables avenues, ses vastes places, ses parcs et ses quelques bâtiments de l'ère coloniale espagnole que côtoient ici et là gratte-ciel de verre. En métropole moderne et universitaire renommée, avec son atmosphère festive et cosmopolite, Santiago du Chili vit dans une perpétuelle effervescence, enviée dans toute l'Amérique latine. Le Palacio de la Moneda est la résidence officielle du président de la République. C'est dans ce palais que le président Salvador Allende trouva la mort suite au coup d'État du général Pinochet le 11 septembre 1973. Bienvenue au Chili, nous sommes à Valparaíso, une ville colorée. C'est une ville mythique, une destination très fréquentée par les marins, les matelots du monde entier au passé. Valparaíso est sans nul doute l'une des villes les plus charmantes du Chili. Nichée dans une baie enserrée de collines escarpées, la ville s'est construite comme un amphithéâtre autour de son port le plus important du pays. Il y a en bas la géométrique ville portuaire, puis derrière, la Valparaíso des collines, bohème et colorée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son charme réside dans son enchevêtrement de ruelles chatoyantes que l'on atteint grâce à des escaliers abrupts où une joyeuse cacophonie de maisons colorées brave toutes les lois de l'équilibre. Punta Arenas, la terre des Patagones, la terre de l'entrée de la partie plus australe du monde. C'est un endroit où les gens sont arrivés avec beaucoup de rêves, avec la illusion de trouver un lieu pour habiter. Punta Arenas était avant l'ouverture du canal de Panama le principal port sur le détroit de Magellan. Cette région, longtemps considérée comme inhospitalière, s'est beaucoup développée à partir des années 1890, quand de nombreux Européens tentèrent leur chance pour y trouver de l'or. Aujourd'hui, Punta Arenas séduit encore tous ceux qui rêvent de naviguer sur les routes maritimes les plus australes du monde. En plein cœur de la ville, le cimetière de Punta Arenas nous raconte en silence la riche histoire de la ville. Il est temps pour nous aussi d'embarquer pour les terres australes. Pour
Pour cette croisière exceptionnelle en Patagonie, Rivage du Monde a choisi le Stella et le Ventus Australis. Alliant toutes les qualités de confort d'un bateau de croisière à celles d'un navire d'expédition, le Stella et le Ventus Australis nous offrent de naviguer au plus proche des glaciers. Chers passagers, bonjour, je suis Vanessa, directrice de croisière Rivage du Monde. Mon équipe et moi-même sommes heureuses de vous accueillir à bord du Stella Australis pour une aventure exceptionnelle en Patagonie. Les deux navires jumeaux offrent un grand confort à leurs 194 passagers. Les espaces intérieurs sont aménagés avec goût et dégagent une atmosphère extrêmement chaleureuse, propice au partage de moments conviviaux. Dans les différents salons, de vastes et cosy canapés faisant face à de larges baies vitrées nous invitent à nous installer bien confortablement pour ne rien manquer du magnifique spectacle que nous offre la navigation. Le restaurant propose une cuisine continentale variée où les produits et les vins locaux sont à l'honneur. Les cabines sont réparties sur 3 ponts et sont toutes extérieures. Spacieuses, claires, élégantes et confortables, elles offrent une superficie de 16 mètres carrés minimum. Dans chacune d'elles, une large baie vitrée laisse naturellement les paysages extérieurs faire le décor. Pour nous permettre d'atteindre des sites naturels encore vierges de toute présence humaine sans en perturber la biodiversité, le Stella et le Ventus Australis sont équipés de leur propre zodiaque. C'est accompagné de nos guides d'expédition que nous partons chaque jour à la découverte d'une faune et d'une flore uniques. Aujourd'hui, notre première escale nous amène dans la baie d'Ainsworth. Donc là, nous avons quitté le continent pour arriver dans un fjord qu'on appelle le fjord de l'Amirauté, nommé bien longtemps par Fitzroy. Et alors, aujourd'hui, pour découvrir un peu ce que c'est la Terre de Feu et surtout sa végétation qui est unique. Ah, elle est belle celle-ci. Alors, si vous l'avez mangée, elle était pas bonne?
Et figurez-vous que les enfants des peuples indigènes qui vivaient par ici, les enfants mangeaient ça et le mélangeaient avec de la graisse de lion, de mer. Malheureusement, j'ai pas ramené la graisse avec moi, du coup je pourrais pas vous faire goûter. Mais voilà, c'était leur confiture. Atteignant les îlots Tucker, nous sommes accueillis par une colonie de manchots de Magellan pour une émouvante rencontre. Là nous sommes avec les manchots de Magellan. Et les manchots, déjà quelle est la différence entre les manchots et les pingouins? Parce que ce ne sont pas des pingouins. Les pingouins, ils volent. Les pingouins volent. Les pingouins volent en effet. Notre croisière expédition passe par le détroit de Magellan jusqu'à l'île Carlos III. Une aire protégée pour la recherche scientifique et propice à l'observation des baleines à bosse. J'aimerais donc aujourd'hui vous proposer une première conférence consacrée, vous le voyez, au premier tour du monde à la voile. Magellan et ses hommes ont découvert l'entrée du détroit qui porte son nom en octobre 1520. C'est par ce passage maritime qu'ils vont pouvoir rejoindre la mer du Sud, rebaptisée alors Océan Pacifique. Nous allons traverser l'ensemble de ce détroit. C'est l'un des temps forts de la croisière que nous accomplissons à bord du Stella Australis et ce sera l'un des thèmes que j'aborderai dans l'une de mes conférences à bord.
Aujourd'hui, on se trouve du côté nord de la cordillère de Darwin et on fait la visite du glacier Aguila, qui s'appelle aussi Dainelli. Ça, ce sont les deux noms qu'on a ici. Et cet après-midi, on va faire la visite d'un glacier qui se trouve juste à côté de celui-là, qui s'appelle glacier Condor. Et ça va être une navigation en Zodiac. Et c'est merveilleux aussi. Nous sommes face au glacier Condor. C'est un glacier qu'on appelle glacier du Marais. Ça veut dire glacier qui touche la mer. Aujourd'hui, nous sommes devant le glacier Pia. Jusqu'à la partie du front, il se détache des icebergs qui voyagent dans ce fjord. Considérée comme la section la plus impressionnante du canal Beagle, l'avenue des glaciers est une série de glaciers qui se jettent dans la mer depuis l'impressionnant champ de glace Darwin. Bonjour, bienvenue. Enchanté et profitez du voyage. Nous avons la chance ce matin d'avoir pu débarquer au Cap Horn, le rocher mythique. Ce promontoire a été doublé pour la première fois, en janvier 1616, par 2 marins hollandais. Le monument que vous voyez derrière moi représente un albatros. Il a été inauguré en 1992 en mémoire des marins qui ont perdu la vie en tentant à la voile de passer le célèbre rocher.
C'est maintenant en jeune capornier que nous débarquons dans la magnifique baie de Vulaya. Bien longtemps avant nous, s'était établie là une colonie autochtone de canotiers Yamanas. Le paysage qui s'offre à nous est d'une beauté saisissante, de par sa géographie, sa lumière et sa végétation unique. C'est ici, à Ushuaia, ville du bout du monde, que notre croisière expédition s'achève. Bienvenue en Argentine, bienvenue à Ushuaia. Maintenant, nous sommes ici dans le parc national de la Terre de Feu, à quelques kilomètres, et on visite l'endroit connu comme le bout du monde, parce que c'est la fin de la route nationale numéro 3, partie de la Panaméricaine. Dernier bastion de civilisation avant les terres australes, Ushuaia est une petite ville de 68 000 âmes, à l'atmosphère amicale teintée d'un soupçon d'aventure. Son économie repose principalement sur le tourisme. Elle est en effet le point de départ idéal pour une découverte de la mythique Terre de Feu ou d'une expédition vers l'Antarctique. Dernière étape de notre voyage, Buenos Aires nous séduit à travers une mosaïque de quartiers très différents. Aux allures de grande dame européenne, avec ses larges boulevards, ses parcs, ses nombreux musées et cafés, on la surnomme volontiers le Paris de l'Amérique latine. Rien d'étonnant quand on sait que ses habitants, les porteños, descendent pour la plupart des immigrés européens du XIXe siècle. Un détour par le quartier de La Boca apporte la touche irrésistiblement folklorique à notre découverte de la ville. Certes très touristique, La Boca nous enchante avec ses maisons colorées qui abritent ateliers d'artistes, boutiques de souvenirs, bars et restaurants où l'on danse le tango jusque dans la rue.